C'est l'un de nos écrivains les plus prolifiques et aussi l'un des plus lus. Didier Van Kovlart a une personnalité qui fait du bien. Il croit aux forces de l'invisible qu'il décrit dans ses 2 derniers livres, L'insolence des miracles, un essai, et L'enfant qui sauva la Terre, un roman. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa 2e naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Bonjour Didier. Bonjour David. Merci de nous accueillir. Un plaisir. Presque chez vous. Oui, n'exagérons pas. Mais c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que d'abord un éclairage d'une douceur On sent qui cette devient lumière. difficile de trouver. Il n'y a pas de spot, il y a une chaleur de boiserie, de miroir, de moquette, quelque chose de feutré, où une harmonie se dégage. Et en plus, comme c'est bon et que les gens sont très gentils, pourquoi aller ailleurs? Et vous êtes déjà arrivé d'écrire quelques lignes de vos livres ici? Ou des idées, de noter des choses? C'est vrai, moi je suis obsédé par les temps morts, que je suis obligé de les ressusciter. Donc tout à coup, oui, il m'est arrivé de noter sur un coin de nappe en papier, et de le déchirer et de l'emporter. Parfois j'oublie ma nappe et un serveur qui me rattrape. C'est oublié. Ça, c'était important, c'est pour un livre. Monsieur, n'oubliez pas la nappe. Il y a 2 livres qui m'intéressent, vos 2 derniers livres, où il est question quand même de, j'ai envie de dire, presque de force surnaturelle. Peut-être on peut commencer par les miracles. Pourquoi vous avez voulu écrire sur les miracles? À l'insolence des miracles, c'est surtout cet angle-là. Il y a le côté provocation des miracles, c'est-à-dire qui remet en question ce qu'on pense être les lois de la nature, de la science, de la physique, de la raison, et quels sont les phénomènes qui peuvent les déclencher. Est-ce forcément la foi? Est-ce l'amour, la bienveillance qui est dirigée vers vous? Est-ce un lieu chargé de quelque chose de tellement fort qu'il a des conséquences sur vous? Et puis les gens qui font des miracles. Il y a des êtres humains qui ont ce pouvoir de créer des situations miraculeuses dans un but précis, un but d'amour, de soutien, de secours. Et la question est de savoir, pouvons-nous, nous aussi, avoir à un niveau non moindre ce genre de résultats? De pouvoir, parce que c'est aussi le cas dans votre tout dernier roman. Est-ce qu'il y a un lien aussi? Bien sûr, je suis hanté justement par le voir, parce que ce soit ou non une intervention divine, il se passe quelque chose en nous qui est le déclencheur Voilà, de ça. c'est ça qui est intéressant. Et comment le déclencher? Et c'est le sujet là, de l'enfant qui sauva la Terre. C'est un petit garçon qui a une maladie orpheline. La médecine ne comprend pas cette maladie, elle peut rien pour lui. Et il est en soins palliatifs. Puis un jour, la porte s'ouvre et c'est une femme clown qui entre et qui lui dit: la médecine peut rien pour toi, mais toi, tu as le pouvoir de soigner la Terre. Et c'est ça qui va rendre ta guérison nécessaire. Mais c'est ça, cette idée de pouvoir Ouais. qui vous concerne, C'est-à-dire vous. l'interconnexion, c'est-à-dire que nous sommes interconnectés. Quand on aime les animaux, quand on a des rapports avec le monde végétal, on voit très bien l'interconnexion qui se produit. On voit très bien ce que peuvent nous apporter leur contact, leur fréquentation, et ce que nous pouvons leur apporter. Et c'est ce que propose cette femme clown. Et elle lui dit: il y a d'autres enfants malades comme toi que je fais travailler partout dans le monde, et votre situation d'urgence, c'est-à-dire l'idée d'une maladie qu'apparemment on ne peut pas guérir. Donc cette urgence de vivre ce temps concentré que vous avez est une puissance que vous pouvez partager. Et en retour, si vous vous concentrez sur les problèmes de la terre, des abeilles, de la glace qui fond, la barrière de corail qui meurt, si vous vous branchez dessus pour essayer d'améliorer la situation, en retour, cette énergie va vous guérir. Et c'est quelque chose, je pense, que vous avez peut-être vécu, vous également, ou d'une certaine manière. En tout cas, on m'a montré comment ça pouvait marcher. Voilà. Ouais. Dans des situations extrêmes de danger de mort, où toutes les facultés, évidemment, sont exacerbées. Et alors Thomas, lui, ce jeune garçon, au début, il refuse, il n'y croit pas. Mais quand la clown va lui apprendre d'abord à lui dire: de toute façon, il faut d'abord que tu arrêtes de souffrir, parce qu'il faut avoir l'esprit clair pour soigner la Terre. Donc, elle lui donne une technique de souffle et de visualisation pour diminuer la souffrance, c'est-à-dire ne plus lutter contre elle en se crispant, et en décrispant. Et ça, c'est une chose qu'on m'a enseignée au moment où j'en avais besoin.
Vous allez nous emmener où pour cette balade intérieure qu'on va faire sur votre chemin, à vous? Eh ben, je vais vous emmener justement dans la clinique où, alors que normalement j'aurais dû mourir d'une péritonite et qu'il fallait m'opérer à chaud la nuit même, un jeune chirurgien qui avait lu mes livres, qui avait entendu parler de ces phénomènes-là, quand je lui disais laissez-moi la nuit pour travailler avec des gens au téléphone qui vont aider à placer mon souffle et ma visualisation pour réduire le problème, eh ben, il m'a suivi, il m'a laissé cette chance de ne pas être opéré à chaud avec un anus artificiel. Et le lendemain, mes analyses étaient normales, alors que j'avais 43 de fièvre la veille, j'avais 37. Et donc cette forme-là de miracle, j'aurais pas la prétention de dire que je déclenchais un miracle ou que j'en ai bénéficié. Restons modestes, contentons-nous des faits et de ce courant de bienveillance aussi, d'amitié et de confiance qui aussi pour moi a favorisé cette guérison que le chef du service a jugée inexplicable. On va essayer de revivre un petit morceau de cette expérience avec vous sur le lieu sur lequel vous avez vécu ce grand moment hein, dans votre vie. On y va ? Didier, je vais vous poser la question que je pose à chacune et chacun des passagers de cette voiture. À quel âge êtes-vous né ? Alors je suis né plusieurs fois, mais on va choisir peut-être 2 dates. Première fois à 7 ans et demi, lorsque je me suis mis à écrire mon premier roman. Très tôt. Dès qu'on m'a appris à écrire à l'école, je me suis dit les mots, ça sert à raconter des histoires, à les faire voyager pour que des inconnus les découvrent, pour les faire frémir, les faire rire, les faire rêver. Et voilà, en plus, ça sera publié, je serai payé pour ça, c'est le plus beau métier du monde, pourquoi faire autre chose ? Il y avait une urgence déjà à l'époque ? Oui, alors ça, c'est une vocation d'enfant, c'est simple. Je le veux, donc je peux. Après, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à écrire. Et puis, l'urgence qui est arrivée par-dessus, c'est que c'est l'urgence de la publication. C'est-à-dire que mon père avait eu un accident de voiture à ma naissance et il avait 15 cm de différence entre les 2 jambes. Il pouvait quasiment plus marcher. Un jour, je l'avais entendu dire à ma mère, quand je revenais de l'école, il ne savait pas que j'étais là, bien sûr. J'entends dire, de toute façon, le jour où je suis dans un fauteuil roulant, je me tire une balle dans la tête, je ne veux pas vous imposer ça. Ça aurait pu briser ma vie, ça m'a donné des ailes, en fait. Je me suis dit, je vais faire quelque chose d'extraordinaire, qui va lui donner envie de vivre quand même dans un fauteuil roulant. Je vais être le plus jeune écrivain publié au monde. Et donc, je mets les bouchées doubles, je ne fais plus un devoir d'école, je travaille tout le temps. Je pique la secrétaire de mon père au cabinet d'avocat pour qu'elle tape en cachette le manuscrit. Et puis j'envoie aux éditeurs les photocopies. Et la première chose que j'avais écrite, il faut dire, sur mon cahier de roman, c'était la couverture et la bande. Le premier roman écrit par un enfant de 8 ans. Et je me disais, ça va être un argument publicitaire. Et puis non, c'est pas moi qui ai sauvé mon père, c'est la chirurgie. Il a été le pionnier de la grève de la hanche. Mais je n'allais pas m'arrêter d'écrire pour autant. Et j'ai été publié beaucoup plus tard. Mais l'essentiel était de continuer cette aventure. Et votre deuxième renaissance ? Alors là, c'est quand je suis passé très près de la mort, en tout cas... chronique d'une mort annoncée, si on peut dire. J'avais une sigmoïdite qui m'avait amené au bord de la péritonite, des douleurs épouvantables, 43 de fièvre, et donc d'urgence à la clinique. Et là, le patron du service dit qu'il faut l'opérer à chaud, sinon il meurt dans la nuit, une péritonite. Et là, je tombe sur un jeune chirurgien qui avait mon âge, avait 42 ans comme moi à l'époque, et il avait eu le même problème. Il avait lu mes livres et il avait eu un cas d'auto-guérison, c'est-à-dire il avait évité l'opération à chaud. Et quand je lui ai demandé, vous ne pouvez pas me laisser la nuit parce que je peux travailler à distance avec des gens qui sont des thérapeutes par le son et la visualisation, je vais essayer de faire quelque chose et puis sinon demain vous opérerez. Mais voilà, j'avais envie d'éviter l'anus artificiel de l'opération à chaud, quoi. Et là, cette extraordinaire confiance, cette bienveillance et cette prise de risque chez ce chirurgien qui me dit très bien,
je vous laisse la nuit. Mais demain matin, bon, si c'est même, j'opère, hein. Je viens à 6 heures et toute la nuit, je travaille au téléphone avec ce thérapeute belge il m'explique que faire pour arrêter de souffrir, pour calmer la souffrance, pour l'apprivoiser au lieu de se crisper autour d'elle. Et cette technique, je l'applique le lendemain matin. Alors, est-ce ça ou autre chose? Mais en tout cas, les analyses étaient normales, il n'y avait plus de température. Et j'oublierai jamais le sourire de mon chirurgien à 6 heures du matin qui me dit « Bon, j'ai vu le bilan, tout est normal, je range mes instruments. » Ça, c'est des choses qui vous font naître, quand même. Une fois de plus, avec cette immense gratitude qui est pour moi le moteur essentiel d'une vie. Depuis, vous croyez aux anges gardiens? Bon, j'y croyais déjà avant, mais il y a des confirmations comme ça. Vous savez, je crois profondément qu'il nous arrive ce qui nous ressemble. Ah, c'est beau ça. C'est-à-dire dans les épreuves comme dans les bonheurs d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, c'est l'histoire de ma vie, tout ça. Il n'y a pas un événement, une rencontre, tout ça, qui soit positive ou négative, où je pourrais dire ça va pas dans le scénario, quoi. C'est incohérent, j'ai pas mérité ça, ou c'est trop beau pour moi, ou c'est trop beau pour que ça dure. Vous voyez, ce genre de phrases toutes faites derrière lesquelles souvent on se retranche face aux accidents de la vie, comme aux cadeaux qu'on reçoit. Oui, c'est-à-dire que tout a un sens pour vous. Oui. Ce qu'on vit. Je pense. Et puis, en tout cas, dès que vous avez ça en tête, vous vivez une vie beaucoup plus intéressante. Vous êtes beaucoup plus attentif. Vous êtes beaucoup moins cassé par les épreuves et beaucoup moins vulnérable aux effets secondaires des réussites ou des bonheurs qui peuvent aussi vous faire du mal, par la peur de les perdre, par l'état d'esprit dans lequel ils vous mettent et qui n'est pas toujours idéal. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait des événements, qu'ils soient heureux ou non, et puis ce qu'on essaie de faire pour les autres à travers l'énergie qu'on reçoit. Il faut être sensible à certains signaux dans la vie que nous laisse le quotidien, des choses positives. Je pense que c'est bien d'y être sensible et c'est bien de ne pas en être obsédé non plus. Il ne faut pas passer à côté des signes, mais il ne faut pas en voir partout. Parce que là, ça devient un peu caricatural et puis ça devient un système. Or, la vie est tout sauf un système. Ah, c'est intéressant ça. Il y a quelque chose d'empirique dans la vie pour vous ou... Oui, je crois qu'on vient sur Terre avec un scénario qu'on a écrit, qu'on a coécrit. J'aime bien l'idée qu'on prépare sa venue sur Terre avec, en fonction des besoins qu'on a. Si on admet l'hypothèse d'une réincarnation, par exemple, voilà, cette fois-ci, je vais faire l'expérience de ça. Je vais apprendre quelque chose, à croître mon niveau de conscience dans tel contexte-là, avec tels événements. Donc lesquels, si vous travaillez avec un partenaire, voilà, comme dans une chaîne de télé, vous faites un scénario, il y a un conseiller de fiction qui est là pour vous dire « Oui, mais ça non, peut-être pas. » Enfin là, bon, vous êtes sûr? Oui, bon, quand même. Et vous préparez comme ça votre plan de vol aussi, comme un aviateur avant de décoller. Et puis après, comme un film qui est en train de se tourner à partir d'un scénario, parfois ça devient différent. Parfois, ce qui était prévu est irréalisable. Parfois, il y a des accidents techniques. Et parfois, on se dit non, finalement, il faut que je trouve autre chose. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ou j'ai peur d'aller aussi loin. Ou il faut que j'aille encore plus loin. Et donc, pour moi, il n'y a pas de destin préécrit dans le marbre. Il y a des intentions, des possibilités qui viennent à vous pour illustrer justement le cahier des charges que vous êtes donné. Il y a des obstacles aussi qui sont là, pas toujours pour vous arrêter, mais aussi pour vous inciter à sauter par-dessus. Mais il y a le libre arbitre. Ça, j'y crois profondément. Et puis, il y a la surprise. Il y a Inattendu. La surprise qui est là parfois pour vous redonner des ailes ou pour vous faire réfléchir sur le bien fondé du chemin que vous avez choisi pour aller à tel but et à peut-être un autre. J'aimerais vous faire écouter une archive à la fois sonore, musicale, où on vous entend.
Je veux dire que Brassens m'a appris à écrire, parce que le sens du rythme, les différents niveaux de langue, un langage très classique, et puis de l'argot, de la sensualité, c'est-à-dire ce mélange d'hyperlucidité, de tendresse, de férocité, et puis cet humour et cette manière de fabriquer des images avec des sonorités. Je crois vraiment que c'était la première référence pour moi de comment parler au public à travers un livre comme ça, parce que j'ai toujours écrit à voix haute, les sonorités, c'est vraiment important pour la musique des phrases. Et voilà, je voulais faire rire et émouvoir comme le faisait Brassens en chanson. J'ai eu la chance chez moi d'avoir trouvé les disques de Brassens qu'on ne m'a pas proposés. Hein. C'est ce que j'ai commencé en fait, eh oui, à 6 ans, 7 ans. Et je me rappelle le 45 tours rouge où il y avait la tête de Brassens et une mèche de bombe allumée. Et c'est là où il y avait le gorille. Ah, gorille était la première que j'ai apprise par cœur et je chantais en famille. Évidemment, je choquais tout le monde, j'adorais ça. Et c'est vrai que chanter, c'est d'abord recevoir en soi, sentir les vibrations que ça fait, puis c'est comprendre ce rôle de la musique et du rythme dans l'expression, et puis appréhender tous ces niveaux de langage et d'émotion dans les chansons de Brassens, cette manière de raconter une histoire en si peu de mots, en si peu de temps, et que l'on voit. Et je me dis, oui, les mots, ça sert à donner à voir. Il ne s'agit pas de faire des descriptions de 20 pages sur un coucher de soleil ou un plat qui refroidit, mais de donner à voir à travers une réaction, une action, un passage, un comportement, 4 phrases qui vous donnent à voir un être humain, 2 vers qui tout à coup vous ouvrent la porte de toute une existence. Et nous voilà arrivés à la clinique Blomet. C'est mieux que d'y venir en ambulance. Ah, c'est clair. Voilà, retour sur les lieux d'une guérison. Ouais, sur les lieux d'une guérison, c'est exactement ça. Avec la chapelle quand même à côté. C'est un symbole, ça aussi. Et ce beau jardin, c'est vrai que c'est étonnant, là, au cœur de Paris. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? D'abord, c'est une clinique à visage humain, une de ces petites unités où tout à coup on a moins l'impression d'être dans un univers robotisé où vous n'êtes qu'une pathologie et non pas un être humain. Et voilà, revenir dans ce jardin-là, après avoir vécu une guérison assez inexpliquée que j'ai eue dans cette clinique, c'est une émotion de gratitude. Et je n'oublierai jamais quand je suis arrivé dans ce jardin, quand je suis sorti 8 jours après de la chambre de la clinique, et que je marchais, oui, c'était une seconde naissance, de venir d'enlacer les arbres, de leur dire merci, de venir dire merci devant cette si jolie statue de la Vierge. Et voilà, et de se dire, ça y est, l'aventure continue, et je vais essayer de faire rayonner ce qui s'est passé en moi, quoi. C'est ça pour moi le but. Quand on est... Il y a ce flot de gratitude, d'émerveillement et de lucidité en même temps, et puis de modestie et d'humour. Mais il y a un Qui témoignage sont de mes vie. composantes habituelles. Oui, mais il y a aussi un témoignage de vie, Il y a un dans la surcroît, gratitude. il y a un surcroît de vie et surtout l'envie que ça rayonne. Je veux dire, si c'est possible pour moi, ça peut l'être pour d'autres. Si ça peut faire du bien à des gens dans cette situation-là. Je ne dis pas aux gens, ne vous faites pas soigner, guérissez-vous vous-même, pas du tout. Mais quand la médecine vous dit, on peut rien pour vous, alors il n'y a qu'une opération assez dramatique à faire et qu'on essaie autre chose pour essayer de l'éviter, et sinon, on se fait opérer. Voilà, allons-y. Qu'est-ce que vous vous dites sur le chemin déjà parcouru dans votre vie, quand vous vous retournez sur ce chemin-là? D'abord, le gamin que j'étais, qui a commencé son premier livre à 8 ans, est toujours aux commandes du bonhomme que je suis devenu. C'est toujours lui qui décide, qui est son chemin. Ça ne veut pas dire que je refuse de vieillir, pas du tout. C'est merveilleux de pouvoir vieillir. Déjà, tant de gens meurent si jeunes. D'abord, j'ai réalisé mes rêves et je continue à les travailler. Et j'ai la chance que les publics me suivent et me demandent encore de travailler sur mes rêves comme ça et d'attendre Un livre par an. Oui, en moyenne. Oui, c'est une énergie, c'est pas, je veux dire, c'est la nécessité intérieure qui les fait jaillir. Mais en plus, l'idée que mes livres sont attendus par les gens, c'est pas le déclencheur du truc, mais c'est une condition de plus dans ce combat qu'on a après avec le temps, avec les mots, avec
ce que les gens appellent la vraie vie, c'est-à-dire le reste. Merci Didier pour ce beau voyage intérieur. C'était un plaisir de le revivre avec vous.